Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la manière dont les petites entreprises relèvent le défi du développement durable et la prise en compte de l'impact de leur activité sur l'environnement. Un enjeu qui ne concerne pas seulement les artisans du bâtiment, mais tous les métiers, tant le défi est de taille. Nous sommes à Laxou, à côté de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, devant le CNIDEP, acronyme de Centre national de l'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Bonjour, nous avons un rendez-vous avec Philippe Muchelli. D'accord, suivez-moi. Par ici. Merci. Philippe Muchelli, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège du CNIDEP. Le CNIDEP, alors c'est un acronyme qu'on va répéter souvent dans cette émission parce que le déroulé est un peu long. C'est le Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises. Et nous sommes ici au siège du CNIDEP à Laxou, c'est dans l'enceinte de la Chambre des métiers. Et au CNIDEP, Philippe Muchelli, vous associez la parole aux actes parce que vous êtes installé dans un magnifique bâtiment. Expliquez-nous. Alors, bienvenue. Effectivement, la Chambre des métiers de l'artisanat de Meurthe-et-Moselle a fait le choix en 2006 de travailler sur un projet de siège pour l'activité du CNIDEP qui soit éco-responsable. Donc, nous avons travaillé sur 14 cibles de la haute qualité environnementale qui nous paraissait à l'époque le référentiel le plus pertinent. Oui, parce que les choses vont vite dans ce domaine-là. Tout à fait. À l'époque, il y avait encore peu de réalisations exemplaires, donc on a fait le choix d'aller assez loin, puisque ce bâtiment est un bâtiment vitrine depuis 8 ans. On a un retour d'expérience sur 8 ans qui nous permettent de voir, pour nos entreprises, comment on peut construire aujourd'hui un bâtiment qui respecte à la fois l'usager, dans ses cibles de confort. L'habitant, en l'occurrence. Voilà, et à la fois la planète avec l'utilisation de matériaux renouvelables. Et d'ailleurs, on le ressent en rentrant dans ce bâtiment. Il y a une atmosphère plutôt agréable, une odeur aussi agréable, beaucoup de bois. On le verra dans le détail. Et on verra aussi avec vous, Philippe Muchelli, que évidemment, le CNIDEP s'intéresse aux petites entreprises, mais pas uniquement du bâtiment. Tout à fait. Le CNIDEP a pour vocation d'accompagner au niveau national tous les branches de métiers de l'artisanat. La production, les services, l'alimentaire et le bâtiment. Ça représente à peu près un peu plus d'1 million d'entreprises au niveau national, 4 millions de salariés, 250 métiers. Donc ce sont des activités qui ont besoin d'un accompagnement précis sur ces sujets d'environnement parce qu'au quotidien, ils n'ont pas forcément accès à l'information, pas forcément le temps, ni les moyens d'être autonome sur ces sujets-là. Alors nous sommes ici à Laxou, à côté de Nancy, mais c'est le centre national, c'est-à-dire que, si je comprends bien, Philippe Muchelli, le CNIDEP ne s'intéresse pas évidemment que au niveau lorrain, au niveau meurthe-et-mosellan, mais c'est bien une entité qui s'intéresse à l'ensemble des entreprises françaises. Tout à fait. Alors pour pouvoir s'intéresser à ce million d'entreprises, nous travaillons en réseau. 80% des chambres de métiers sont dotées d'un agent environnement. C'est votre correspondant local. Exactement. Nous les formons, nous les accompagnons, nous créons des outils, des fiches techniques, des notes de veille pour qu'ils soient en capacité, eux, sur leur territoire, de décliner les actions pilotes qu'on a pu mettre en place en Meurthe-et-Moselle. C'est simplement une raison historique. On a été la première chambre en France à s'intéresser aux questions de l'environnement en 91. Un président visionnaire à l'époque, un stagiaire qui postule et qui dit « j'aimerais faire un stage dans l'environnement ». Il dit c'est vous ? Non, c'est mon prédécesseur. C'est mon prédécesseur, Bernard Locassio, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui a fait un stage de 6 mois et qui a prouvé en 6 mois qu'il était important de mettre en place des actions et qu'il y avait des partenaires qui étaient prêts à accompagner. Tout à l'heure, on parlera peut-être de l'agence de l'eau, telle que l'agence de l'eau ou la région Lorraine à l'époque, des partenaires qui étaient capables d'accompagner l'artisanat sur des sujets un peu innovants pour l'époque, puisque l'environnement n'était pas dans les prérogatives des chambres de métiers. Oui, vous dites innovant, on pourrait dire révolutionnaire.
Voilà, pratiquement, puisque très peu d'acteurs au niveau national, à cette époque-là, genre début des années 90, voyaient l'environnement comme un sujet à traiter en entreprise. Oui, et puis aussi comme une contrainte. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était plus vécu comme une contrainte, puisque les coûts étaient à la charge uniquement de l'entreprise, souvent improductifs, ne ramenant ni clientèle ni chiffre d'affaires. Donc évidemment, depuis 25 ans, on a accompagné ces sujets-là pour les mettre en avant, les valoriser, mais à l'époque, ce n'était pas du tout vécu comme quelque chose d'opportunité. Mhm. Alors, on va, puisqu'on est dans un très beau bâtiment éco-responsable, d'ailleurs, dans le hall d'accueil, une série de posters où on parle à la fois définition à travers l'éclairage, je le lis, éclairage, peinture, vernis, revêtement de sol, mobilier, murs et plafonds, sol, murs intérieurs, le bois, les briques alvéolaires, tout ça, même les champs électromagnétiques, la qualité de l'air intérieur, tout ça, ce sont des aspects qui reprennent bien sûr pour le coup les entreprises du bâtiment, mais qui sont mises en œuvre ici dans ce bâtiment. On pourrait peut-être précisément aborder les problématiques de chacun de ces métiers à travers ce bâtiment, précisément, Philippe Mucchielli. Tout à fait, c'est ce que nous avons voulu faire. Donc, quand on part d'un bâtiment, on regarde déjà son intégration paysagère. On regarde où on va le mettre, comment on va l'orienter, quelle forme on va lui donner. Ça, c'est important pour les entreprises de gros œuvres de voir comment implémenter un bâtiment en lien avec des architectes. Ensuite, on regarde la manière dont on l'oriente. Donc là, on a orienté avec tous les vitrages du côté sud pour profiter du solaire passif. Ça va intéresser plus le chauffagiste. Vous vous rappelez, Philippe Mucchielli, on Oui. est en quelle année là ? Là, en conception, on est en 2006. En réalisation, on a commencé les travaux en 2008, pendant 1 an et demi. Donc, on a fini en septembre 2009. Donc, pas tout à fait 10 ans. Oui. C'est encore un bâtiment en pleine innovation à ce moment-là. Tout à fait. Alors, ce qu'avait voulu la présidente de l'APOC, Danielle Nicolas, c'était un bâtiment qui rassemble différentes technologies, mais elle ne voulait aucune technologie qui soit nouvelle. Pour m'expliquer, en fait, l'idée, c'était que toutes les technologies qui ont été mises en œuvre dans ce bâtiment existaient depuis 15 ou 20 ans. Ce qu'elle voulait montrer, et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'en les assemblant, en les mettant côte à côte, on arrivait à atteindre une performance globale. Et ce n'était pas en cherchant quelque chose de très, très, très particulier que les entreprises n'auraient pas su dupliquer. Votre propos me fait penser un peu à l'agriculture biologique, où les paysans qui plantent bio disent « mais vous voyez, ça pousse quand même ». Oui, tout à fait. Et donc là, à l'époque, on avait beaucoup de mal à convaincre les entreprises du bâtiment à aller sur ces champs-là. En faisant ce bâtiment... Parce que, pardonnez-moi, Philippe Mucchielli, des entreprises qui ont travaillé sur ce bâtiment ici au CNIDEP, siège national à Laxou, à côté de Nancy, sont toutes des entreprises existantes dans le bâtiment. Il n'y a pas eu vous n'avez pas fait appel à des artisans venant de l'autre bout du monde ou ayant un savoir-faire très très pointu. Ce sont tout à fait. des entreprises que vous avez initiées à ces techniques-là. On a lancé un appel d'offres européen. Évidemment, vu la taille du chantier, 366 mètres carrés, on n'a pas intéressé des pays frontaliers. On avait fait un appel d'offres par lot, ce qui nous permettait d'avoir des réponses différentes par corps de métier, plutôt qu'une réponse générale où une seule entreprise aurait répondu. On a fait des lots et donc forcément des entreprises artisanales ont répondu et on a eu la chance, sur 11 lots différents, 11 corps de métier, d'avoir 10 entreprises artisanales. Donc c'était une réussite. Et alors vous parliez bien sûr, on était en implantation. Là, pour le coup, c'est la conception. Comment vous avez procédé au niveau du choix des architectes ? Alors, on avait pris un assistant en maîtrise d'ouvrage, le bureau Vitellis en Alsace, qui nous a accompagnés pour le choix de l'architecte. C'était très important d'avoir un architecte qui ait déjà une petite expérience et puis qui prenne en compte ces dimensions-là, puisqu'encore une fois, l'usager, nous, était au cœur du projet du bâtiment sur... alors, je vais vous citer les cibles de confort. On pense tout de suite au confort thermique, mais il y a le confort auditif. Là, on l'entend, on est sous 5 mètres de plafond. On n'a pas d'effet de résonance. On a le confort thermique, auditif. On a le confort visuel, donc des apports lumineux la plupart du temps. Et puis olfactif, parce que souvent on ne pense pas, mais on respire des composés. Là, vous êtes rentré... COV, les composés exactement. organovolatiles. Alors, on voulait les bons. Donc là, quand vous êtes rentré, vous avez senti le bois. Donc ça, ce sont de bons composés organiques volatiles. Mais tous ceux qui étaient toxiques, on les a éliminés dès le départ des cahiers des charges. En même temps, on n'a pas... Alors évidemment, quand on rentre dans ce bâtiment, Philippe Mucchielli, on voit bien qu'il y a beaucoup de bois, c'est très ouvert, c'est très vitré, c'est très aéré. En même temps, ça reste un bâtiment, je dirais, normal. On n'est pas non plus sur Mars, quoi. Hein. Tout à fait. C'est ce qu'on voulait aussi. C'est que visuellement, une entreprise ou un bureau d'études ou un architecte qui visite ce bâtiment pense se retrouver dans un bâtiment tout à fait normal. Et en lui expliquant au cours de la visite que tous les matériaux sont naturels, là, ça lui fait prendre conscience qu'on est capable de construire aujourd'hui des bureaux. Vous verrez tout à l'heure les bureaux à l'intérieur, les tables et les chaises. Ça ressemble tout à fait... Allons-y. Eh ben, allons-y. Ressemble tout à fait à des bureaux classiques.
Simplement, j'ai exclu du cahier des charges les peintures, les vernis, les colles toxiques, avec des mesures réglementaires, c'est-à-dire que nous avons annoncé dès le départ aux entreprises qu'on allait faire intervenir Atmo au Grand Est, à l'époque ça s'appelait Air Lorraine, qui a fait 3 campagnes de mesure de qualité de l'air en été, en hiver et en automne, pour vérifier la présence ou non de composés. Et les entreprises étant prévenues, elles ont fait très attention à ce qu'elles livraient sur le chantier. Alors précisément, comment réagissent ces entreprises locales confrontées à ce défi? On rappelle, il y a plus de 10 ans, on en est encore un peu à... Ça fait sourire lorsque l'on parle à l'époque d'éco-construction. Surtout, on connaît aussi la culture dans le bâtiment. On est un peu dans le dur, là. C'était des vraies femmes et des vrais hommes qui travaillent souvent dans le bâtiment. Comment ça réagit culturellement à ce moment-là, Philippe Uccelli? Je me souviens, j'étais sur le parking dans un Algeco, parce que le bâtiment n'existait pas. Première réunion de chantier avec l'architecte et toutes les entreprises. L'architecte prend la parole et dit « Je ne sais pas faire ce bâtiment ». Ça commence bien. Il était honnête. Voilà, tel que le maître d'ouvrage ici présent me l'a demandé, je ne sais pas le faire. Et on va réussir tous ensemble, par contre. Donc, on va se mettre tous ensemble autour de la table et voir comment on va le faire. Donc, on a eu au départ des entreprises pas toujours très motivées. C'était un peu une nouveauté. Et puis, au fur et à mesure du chantier, une forte implication de ma part aussi. En général, je venais 2 fois par jour pour les accompagner. Petit à petit, force de proposition. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, les entreprises, proposaient des alternatives à ce que l'architecte avait proposé au départ pour améliorer la prise en compte de l'environnement. Donc, vraiment une progression jusqu'à une fin de chantier où je me souviens, vu qu'on prenait beaucoup de photos et de vidéos du chantier, tous les salariés nous demandant un support vidéo retranscrivant tout ce qu'on avait fait pendant 18 mois de travaux. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. Philippe Mukeli, vous êtes le directeur du Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, le CNIDEP. Voilà, il faut s'y faire à cet acronyme, hein, parce que d'abord c'est un acronyme important, et puis on va le répéter souvent dans cette émission. Nous parlions à l'instant avec vous, Philippe Mukeli, des corps d'État dans le bâtiment, mais on verra aussi plus tard que le CNIDEP ne s'intéresse pas que au métier du bâtiment, mais puisque nous sommes ici au siège à l'Axou, eh bien, c'est l'occasion aussi de parler de tous les métiers qui interviennent dans le bâtiment. Et on parlait tout à l'heure aussi de ces panneaux d'exposition. On peut peut-être détailler les différents impacts, les différents enjeux de l'environnement dans ces différents corps d'État, Philippe Mukeli. Oui, tout à fait. Donc, la première entreprise qui intervient sur un chantier, c'est l'entreprise de Gros Œuvres. Donc, elle va travailler sur tout ce qui est structure. Donc, les murs sont faits en briques alvéolaires. La brique alvéolaire est une brique qui n'est pas pleine, qui est composée d'alvéoles d'air, l'air étant un isolant. Donc là, le choix de l'entreprise de Gros Œuvres avait été de retenir ce matériau de structure pour les murs. Pardonnez-moi, Philippe Mukeli, mais quand quelqu'un comme vous voit des bâtiments encore aujourd'hui construits en agglo, ça doit vous faire hurler, non ? Ben, c'est sûr qu'un matériau plein, du béton coulé par exemple, va transmettre très facilement le froid. Hein. Le froid a besoin d'une bonne ligne droite pour traverser un mur. Donc un matériau plein comme du béton est un très bon conducteur de froid. Pour autant, Philippe Mukeli, un agglo en béton est aussi alvéolé. Tout à fait. Un agglo en béton est alvéolé, donc il sert d'isolant. Là, on a été chercher aussi un matériau plus naturel, hein, sur la brique, parce que la composition du béton contient aussi de la chimie. Donc on a essayé de maximum aussi d'être à la fois sur la performance mais sur le matériau naturel. Quelle chimie dans le ciment ? Alors on peut y trouver, tout comme dans le placo-plâtre, hein, d'ailleurs des composants chimiques. Nous on a fait le choix par exemple sur le placo du Fermacell. Le Fermacell c'est du gypse, ça ressemble exactement à du placo, hein, si vous le voyez arriver, c'est un peu plus lourd puisque c'est plus dense, c'est du gypse, mais ça ne contient pas tous les cocktails de produits chimiques qui peuvent être des liants, donner certaines propriétés de compacité. Voilà, on a fait ces choix-là. Donc ça, c'est de Gros Œuvres. Oui. Alors évidemment, j'imagine qu'ensuite, l'autre grande préoccupation, c'est l'isolation. Alors, juste avant l'isolation, il y a la charpente. Donc pour le charpentier, évidemment, on a choisi du bois. Charpente. Alors, pour vous donner l'anecdote, ce bois vient des Vosges, mais a été usiné en Allemagne. Parce que si vous regardez bien, le bâtiment est démontable. On a fait le choix de penser à sa fin de vie. Et pour qu'il soit recyclable, il a été vissé et complètement constitué d'éléments qui sont arrivés numérotés sur le chantier. Et comme on faisait dans le temps pour les maisons alsaciennes, par exemple. Exactement. Et au moment de l'appel d'offres en 2006, on a trouvé qu'une entreprise qui pouvait sous-traiter aux Allemands pour que ça arrive sur le chantier et que ça puisse être assemblé très rapidement. Il n'y a eu aucune découpe faite ici sur place. Tout avait été déjà pré-calibré en usine. Donc c'est un bâtiment qui ne serait jamais démoli mais déconstruit. Exactement. L'idée, c'est que chaque matériau puisse être recyclé. On a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On l'a comparé à un bâtiment traditionnel pour voir ce qui était plus impactant par rapport à un bâtiment classique, en béton, en laine de verre et en placo-plâtre. Hein. Ce bâtiment-là a été voulu comme alors une fin de vie qui est peut-être à 100 ans, hein, mais qu'on puisse déconstruire en fin de vie. Philippe Mukeli, il n'y a pas eu de petits rires dans votre dos pendant tout ce chantier et le démarrage ? Alors, c'est vrai qu'au démarrage, les entreprises, et en particulier les conducteurs de travaux, étaient assez sceptiques. Je me souviens du poseur de laine de verre qui, au moment de la signature, me dit « Je mettrai de la laine de verre dans les cloisons, je n'ai pas d'autre solution. » Bon, moi, c'était mon premier bâtiment, donc je n'ai pas forcé la main au début, mais petit à petit, comme il y avait une réunion de chantier par semaine, j'ai inséminé l'idée que c'est dommage que le seul matériau qui n'était pas naturel, proprement dit, c'était la laine de verre, et qu'il n'allait pas chercher plus loin que ça. Au bout de 3 mois, alors que ce n'était pas encore à lui d'intervenir, hein, on n'était pas encore à la pause des finitions, hein, il m'a dit « J'ai trouvé du chanvre. J'ai trouvé du chanvre. J'ai même trouvé une formation pour mes gars, parce qu'ils ne savent pas poser du chanvre. Et ça va coûter combien ?» Je lui ai dit. Il m'a dit « C'est 800 €. 800 € de quoi, je lui dis. Et il me dit, voilà, un gros mètre carré, machin. Et non, il me dit pour l'ensemble du bâtiment. Alors là, j'ai dit, vous connaissez ma réponse. Forcément, je vais vous dire oui. Donc, le chanvre a été posé à la place de laine de verre. Donc, alors, est-ce que cet entrepreneur aujourd'hui continue à travailler le chanvre ? Alors, c'est ça qui a été intéressant. À la fin du chantier, j'ai interrogé tous les entrepreneurs, jusqu'à l'électricien, parce que même l'électricien m'a dit, la manière dont il gérait les entrées de câbles électriques dans un bâtiment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est l'ennemi d'un bâtiment, c'est les passages d'air et de froid. Les fameux ponts thermiques aussi. Exactement. Et ben quand vous mettez des fourreaux, vous voyez souvent sur les chantiers des fourreaux orange avec plein de fils qui passent dedans comme ça. Hein. Bon, et ben c'est autant de passages d'air entre les différents câbles. Et ça vous fait une entrée d'air permanente dans le bâtiment. Et ben l'électricien, je lui ai appris comment gérer séparément ces câbles, pas collectivement, pour éviter un passage massif d'air. Et il m'a dit, écoutez,
J'avais jamais compris ça. Et ben, je vous prie croire que sur tous mes chantiers maintenant, je vais faire comme ça. Mhm. Pareil pour le maçon, je lui ai appris à trier. Parce que aussi, par rapport à ce chantier, une des cibles, c'était le tri des déchets de chantier. Il ne triait pas, il mettait tout dans la même benne. Quand encore il mettait pas le feu, parce que moi j'ai connu ça aussi, Oui. où l'installateur de chauffage, en ayant démonté la chaudière qui venait d'être livrée avec des isolants pour la protéger, bien Oui. sûr du polystyrène, Oui. tout brûlé dans le jardin, quoi. Voilà. Alors, je leur ai enseigné ça. Et d'un point de vue logistique, tout bêtement, ils y ont gagné. Parce que très souvent, un chantier, quand il est mal organisé, quand les véhicules arrivent le matin, ben, on circule entre les matériaux, les déchets, etc. Le fait d'avoir créé une aire spécifique pour les déchets, ils m'ont dit que d'un point de vue pratique aussi, ça les intéressait. Donc maintenant, je peux citer l'entreprise, c'est l'entreprise Adami de Lunéville, sur tous ces chantiers, met en place ce qu'on appelle des chantiers verts, avec un tri des déchets. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, les différents centres de formation des artisans ou dans les écoles, même chez les patrons, quand il s'agit d'apprentissage, Philippe Bukeli, est-ce qu'aujourd'hui, ces éléments-là, précisément, sont pris en compte? Ne me répondez pas oui, tout à fait, je ne vais pas vous croire. D'accord. Alors, on a, dès la fin des années 90, travaillé avec les CFA, les centres de formation des apprentis, pour inculquer dans les référentiels de l'éducation nationale la prise en compte de l'environnement. C'est très compliqué. Les référentiels de l'éducation nationale, pour les changer, c'est très compliqué. Alors, ce qu'on a fait, on a utilisé un cheval de Troie. On a créé un site internet qui s'appelle Ecomet, comme éco et métier, pour enseigner dans 16 métiers différents les bons gestes. Et c'est au bon vouloir des professeurs, parce qu'ils ont quand même le droit, d'intégrer dans leur cursus des petits éléments comme ça de prise en compte de l'environnement. Et donc, tous les mois, on a des professeurs qui viennent s'abonner à ce site-là et qui utilisent, on a mis en place des quiz, des tests, des jeux. Pourquoi cette résistance de l'éducation nationale? Est-ce que c'est là aussi purement culturel? Est-ce que c'est, comme disait l'autre, le mammouth qu'on a beaucoup de mal à déplacer? Est-ce que c'est le poids des lobbies? On sait aussi que tout ça a une importance. On en parle souvent dans les milieux pharmaceutiques, mais on sait aussi qu'il y a un lobbying dans le bâtiment. Prenons la laine de verre, par exemple, matériel, on ne va pas citer de marque, mais voilà, tout le monde l'a en tête. Il y a un réel poids aussi de lobbying. Est-ce que c'est une réalité? Alors, je distinguerai deux choses. Donc, l'éducation nationale, je pense que c'est plus les contenus pédagogiques qui sont fixés très en amont et ils ont beaucoup de mal à faire évoluer les contenus pédagogiques. Et puis, d'un autre côté, dans le monde des matériaux, effectivement, il y a un fort lobby. Aujourd'hui, il faut deux choses pour pouvoir poser un matériau. Il faut que les règles de mise en œuvre soient définies et que le matériau ait été testé, par exemple, par le CSTB. Et pour être testé, il faut en poser quelques milliers de mètres carrés. Et pour avoir ces moyens-là, des grosses entreprises ont les moyens de se faire certifier, mais les petites entreprises n'ont pas les moyens. Je vais vous prendre un exemple sur ce bâtiment. C'est la première fois en France qu'on posait une membrane photovoltaïque. Vous le voyez là sur la photo qui est juste devant nous, en toiture. 40 mètres carrés de membrane posée, déroulée sur une structure bois. Alors, on va faire un petit break là-dessus Oui. quand même, Philippe Bukeli. Ce qu'on voit là sur la photo, c'est évidemment ce qu'il y a sur la toiture qui est juste au-dessus de nous, un peu en décalage, puisque là, il y a une baie vitrée au-dessus de nous. Mais, Tout à fait. donc, ce ne sont pas des panneaux solaires, c'est une peau. Voilà, c'est une membrane. Solaire. Voilà. On avait voulu, pour l'intégration paysagère, que ça ne se voit pas. Ce bâtiment ne doit pas se voir, entre guillemets, ne doit pas faire une verrue dans le paysage. Donc, on ne voulait pas que les panneaux se voient. Donc, la membrane permet d'être complètement intégrée. Vous ne la verrez pas en sortant. Vous pouvez vous prendre. Faut monter sur la tour qui est juste en face pour la voir. C'est la première fois que je vois ça, que je découvre. Je ne savais pas que ça existait. Voilà, c'était un de mes objectifs, de ne pas créer des choses qui dénotent du paysage. Et ben, cette membrane n'avait jamais été posée sur du bois en France. Sur du béton, oui, mais comme le bâtiment n'est pas en béton. Or, les bureaux de contrôle n'autorisent pas l'ouverture de ce bâtiment si on n'a pas donc, ces différents tests. La seule façon qu'on avait, c'était que le fabricant s'engage à la pose dans les règles de l'art. Ce qu'il a fait par écrit, puisque c'est couramment posé en Allemagne ou en Autriche, et il a pris un engagement personnel, puisque quelque part, si on avait un problème d'étanchéité dans les 10 premières années, c'était à la charge du fabricant. Et pas de garantie décennale. Exactement. Donc là, on a un engagement fort du fabricant et je le remercie. On a perdu 3 mois parce que le bureau de contrôle ne cédait pas. On peut comprendre, ils ont leurs règles, mais on a réussi. Alors, je vous prends l'exemple aussi de ce plafond. Ce plafond, c'est de la fibre de bois compressée avec un liant à la chaux. Mais ça devait être pas du tout ça au départ. Ça devait être un joli voligeage en bois. Mais pour qu'il résiste 2 heures à un incendie éventuel, il fallait mettre un produit infugeant toxique dessus. Vous avez compris l'esprit du bâtiment, sans produit toxique. Donc j'ai refusé catégoriquement de garder le voligeage en bois avec un produit infugeant dessus. Donc heureusement, l'architecte, en faisant des recherches, a trouvé ce matériau-là et nous a dit celui-là, il résiste 2 heures au feu
et il est tout à fait naturel. Philippe Lucchesi, vous avez cité tout à l'heure l'Allemagne et l'Autriche en ce qui concerne les films solaires. Est-ce que ça veut dire, on anticipe la réponse, est-ce que ça veut dire que ces pays-là sont en avance sur les éco-constructions? Tout à fait. Ils ont une prise en compte beaucoup plus avancée que nous sur ces sujets-là. J'ai visité des maisons, d'ailleurs à Chantraine, dans les Vosges, d'un installateur de maisons tout en bois, y compris les dalles de sol, c'est-à-dire les dalles qui séparent 2 étages sur 60 cm d'épaisseur, hein, tout en bois, livrées avec tous les passages électriques qui sont déjà prévus pour passer les gaines électriques à l'intérieur. Donc, contrairement à une maison classique où on coule une dalle en béton, et ensuite il faut prévoir justement les fourreaux pour passer les gaines électriques. Là, tout était conçu sur des matériaux naturels. Donc vraiment, oui, des pays très en avance sur ces sujets-là. Je lime les rimes à la machine dans l'atelier de ma petite usine. Je forme les mots en haut fourneau, forge les gammes avec mon âme. Je polis mes vers au papier de verre, ma poésie brute de fonderie. J'y serre mon blues à la clé de 12, ouais, je suis un poète. De la clé à molette, compagnon musicien, ici tout est fait main. Il façonne avec le temps le chant des artisans qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui, j'ai la nostalgie de la sidérurgie du temps où les héros étaient les mécanos. J'aiguise mes riffs à la rectif, mon flow le plus abrasif, pointe au redressement productif, créatif. Je tourne autour mes ritournelles, mélodie à la manivelle pour que les notes tiennent à la cote. Je presse les phrases, un peu trop de jazz à la pignon sur rue. Et vu sur l'avenue, ma petite PME, oui c'est tout un poème. Refrain. Il façonne avec le temps le chant des artisans qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui, j'ai la nostalgie de la sidérurgie du temps où les héros étaient les mécanos. Je perce ces tierces, écarte les cartes, esquinte les quintes, ici les sixtes, car c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les plus beaux hits. Et si je chante au noir, le soir, sous les hangars, toutes mes chansons tombées du camion. Il façonne avec le temps le chant des artisans qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui, j'ai la nostalgie de la sidérurgie du temps où les héros étaient les mécanos. Il façonne avec le temps le chant des artisans qui passe de cœur en cœur d'un air d'opérateur. Oui, j'ai la nostalgie de la sidérurgie du temps où les héros étaient les mécanos. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises. Avec vous, Philippe Lucchesi, vous en êtes le directeur ici à Laxou, c'est juste à côté de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Philippe Lucchesi, aujourd'hui, combien de collaboratrices, combien de collaborateurs au CNIDEP dans ce bâtiment où nous sommes en ce moment? Alors, nous avons une équipe de 4 ingénieurs qui travaillent spécifiquement dans tous les domaines de l'environnement, aussi bien sur l'eau, l'assainissement, les technologies propres, sur les matériaux, sur les déchets, sur l'énergie. On continue la visite. Sur l'enveloppe du bâtiment, sur les nuisances. Donc voilà, le bâtiment aujourd'hui permet de répondre à toutes les questions que les entreprises artisanales peuvent avoir sur les sujets de l'environnement. Mmh. Bonjour, il y a des gens qui travaillent, on vous laisse travailler. Alors Philippe Lucchesi, vous nous disiez tout à l'heure que le CNIDEP, là on est dans le bâtiment, donc évidemment on parle des corps de métiers qui sont intervenus, aussi bien dans l'éclairage, dans la construction, dans le bois, dans le gros œuvre, dans les peintures, mais le CNIDEP ce ne sont pas que les entreprises du bâtiment. Loin de là, puisque les premières opérations qu'on a montées, c'était sur les métiers, par exemple, des pressings, des imprimeurs, des garages. Alors, vous dites les pressings. Oui. Je suis certain que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs doivent s'étonner en disant, mais
en quoi les pressings ou les coiffeurs ou les garages, peut-être les garages on comprend un peu mieux, mais les coiffeurs, les pressings, en quoi sont-ils impliqués, en quoi sont-ils concernés par les enjeux de développement durable ? Alors, si je prends l'exemple des coiffeurs, ils utilisent des produits cosmétiques. Ces produits contiennent des molécules, et certaines molécules sont soit interdites pour la santé des salariés, soit pour leur rejet dans l'environnement. Des molécules peuvent rester des années dans l'environnement sans être décomposées. Donc nous étudions la composition des shampoings, des colorants, des fixateurs, dans différents métiers. Là, je parle de la coiffure, mais dans l'automobile, c'est les dégraissants, c'est les peintures, etc. On étudie la composition et on regarde si ça contient les molécules qui posent problème, et on teste du matériel pour réduire cette pollution en entreprise. On parlait du bâtiment, on va retrouver aussi ces molécules dans les mousses qui servent à isoler, par exemple, qu'on utilise tous quelquefois à la maison. On sait aujourd'hui que dans un mobilier de bureau, par exemple, il y a des cols qui dégagent aussi des COV qui ensuite se retrouvent dans l'air ambiant de la maison. Tout à fait. Alors pour aider par exemple les peintres ou les menuisiers, on teste du matériel pour nettoyer les rouleaux de peinture. Classiquement, les rouleaux de peinture à la maison, quand vous faites du bricolage, ça se nettoie sous le robinet. Tous ces produits vont bien sûr aux égouts, et même si c'est hydrodiluable, ça ne veut pas dire que c'est inoffensif pour l'environnement et la santé. Donc on a des machines qui permettent de nettoyer ces rouleaux en circuit fermé et de retrouver un rouleau propre, et les produits de lavage sont recyclés. Donc pareil pour le pressing. Tout à fait. Alors, le pressing, c'était une problématique de solvant. On utilisait un solvant qui s'appelait le perchloréthylène. Là, on travaille sur des alternatives à ce solvant avec des nouvelles générations de solvants. Et donc, nous testons ces machines pour voir si, effectivement, il y a une réelle diminution de l'impact. Le but du CNIDEP, c'est de voir comment évoluent les métiers. Parfois, on a de bonnes surprises et parfois, ça n'évolue pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas toujours des solutions miracles dans tous les métiers en termes de technologie. Rappelez aussi, Philippe Mucali, que les premières personnes exposées à toutes ces pollutions atmosphériques en l'occurrence, ou quelquefois de contact, sont les artisans eux-mêmes. Tout à fait. Hier après-midi, je recevais la CARSAT, qui avait travaillé sur un kit pour les garagistes, pour des protections, tout simplement des gants. Et des gants en fonction du type d'usage, parce qu'on ne met pas les mêmes gants en fonction de l'activité de carrosserie. Voilà, les produits qui manipulent. Donc effectivement, il y a une réflexion sur l'usager, qui est le salarié ou l'artisan lui-même, qui manipule au quotidien ces produits. En même temps, est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête aujourd'hui ? C'est-à-dire que les marchés mettent en vente des produits qui devraient peut-être ne pas y être, et pourtant qui s'y retrouvent et qui sont ensuite manipulés par les artisans eux-mêmes, ensuite consommés par les clients, les consommateurs. Et il faut intervenir après coup. Est-ce qu'on ne devrait pas intervenir plus en amont ? Alors effectivement, la chimie a eu de beaux jours devant elle. À une époque, c'était vécu comme une solution miracle. Donc on vit encore cette chimie aujourd'hui. Les fabricants mettent sur le marché. Alors de plus en plus, ils ont l'obligation de déclarer au travers de la réglementation REACH ce qu'ils mettent sur le marché. Donc ça met un petit peu en éclairage. Deux mots, Philippe Mucali, sur la réglementation REACH. Alors sur REACH, très clairement, les fabricants qui mettent sur le marché aujourd'hui en France ou qui fabriquent certaines quantités de produits qui contiennent des molécules issues de la chimie ont l'obligation de donner une déclaration précise de la composition. Donc ce qui donne un éclairage au consommateur ou l'utilisateur qui est l'artisan de ce que contient ces produits. Parfois il ignorait. À condition qu'il en ait lui-même la capacité d'une part de les identifier, de les comprendre. Il faut être chimiste aujourd'hui. Tout à fait. Là, c'est un des rôles du CNIDEP. C'est de rédiger des fiches techniques qui sont formalisés pour les artisans, c'est-à-dire avec un vocabulaire adapté aux artisans, pour leur faire comprendre les risques que représente l'usage de certains produits au travers de l'analyse que nous faisons de ces réglementations qui, effectivement, sont assez complexes à comprendre de but en blanc. Y compris pour le consommateur. Alors, on parlait tout à l'heure, Philippe Mucali, des artisans du bâtiment. Est-ce que, depuis la création du CNIDEP, vous notez une évolution dans la pratique, mais aussi peut-être même dans la culture même des entreprises ? Est-ce que ce regard un peu méprisant qu'on a longtemps eu sur l'environnement est en train d'évoluer et évolue ? Oui, tout à fait. Alors, depuis une vingtaine d'années, on fait des stages de création pour les créateurs d'entreprise. On a à peu près 18 créateurs par semaine depuis une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé ma carrière, il fallait convaincre, sensibiliser les gens à la prise en compte de l'environnement. Quand ils viennent maintenant au stage, ils sont plus à la recherche de solutions. Ils connaissent les problématiques, ils ont été sensibilisés par des organismes comme l'ADEME, au niveau national à titre de particulier, donc ils sont plutôt sensibles et ils viennent avec des solutions. Est-ce que c'est une question de génération aussi ?
Alors, peut-être, oui, parce qu'effectivement, les créateurs qu'on a aujourd'hui ont une moyenne d'âge un peu plus faible que ceux qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Mais cette culture vient aussi du fait, je pense, que à l'école, en milieu scolaire, ils ont été mieux éduqués dès le début, alors ce qui n'était pas forcément le cas avant, à la prise en compte de l'environnement. Et donc ces solutions, ils les attendent vite, par contre. Alors heureusement, depuis 25 ans, le CNIDEP a travaillé et a des solutions, parce que si aujourd'hui on n'était pas en mesure de leur fournir des solutions et qu'on loupait ce gap, en général, on ne peut pas y revenir, quoi. Alors, on a parlé du bâtiment, secteur important, vous le rappelez tout à l'heure, Philippe Micheli. On a évoqué le pressing, Oui. les garages. Oui. Quels autres types de métiers sont concernés également par les missions du CNIDEP? Les activités de l'alimentaire, par exemple. Si je prends un boucher charcutier traiteur, par exemple, il va avoir des activités quotidiennes de cuisson, de préparation, de charcuterie, etc. Et puis, ça va générer des graisses. Des graisses qui vont se solidifier dans les réseaux, en fait. Quand il va faire des plonges, des lavages, ces graisses vont venir se figer et vont poser des problèmes dans les réseaux qui sont multiples. Je vais vous prendre juste exemple pour que vous compreniez les niveaux de problèmes qu'on va avoir sur des graisses. Bon, déjà, ça va lui boucher son égout. Ensuite, ça va attaquer les canalisations. Les graisses attaquent le béton. Et puis, ça va arriver tranquillement jusqu'à la station d'épuration, faire un film en surface, empêcher la bonne aération de la station d'épuration et faire chuter son rendement. Donc, l'air de rien, sur un seul métier, vu qu'on n'a pas un producteur de graisse sur une collectivité, en général on a plusieurs dizaines, ça peut générer des problématiques d'ensemble. Donc le CNIDEP a travaillé sur des solutions pour mettre en place ce qu'on appelle des bacs à graisse, des technologies qui permettent de piéger les graisses dans l'entreprise pour pas qu'elles se retrouvent dans le réseau et posent des problèmes. Ça peut même aller jusqu'à, pour les villes qui ont des égoutiers, dégager de l'H2S, qui est un gaz toxique. Et on a déjà eu des cas de problématiques de santé sur des égoutiers. Est-ce que vous êtes aujourd'hui suffisamment nombreux au CNIDEP et suffisamment équipés et un budget suffisant pour faire face précisément à tous ces innombrables défis, Philippe Micheli? Alors j'aurais tendance à vous dire non, on n'a jamais un budget suffisant, une équipe suffisante. Et en fait, on fait des choix. Chaque année, on fixe un programme d'action et avec les partenaires comme l'Agence de l'eau, la région, l'Adréal, etc., pour fixer des priorités. Selon quels critères? Alors, double critère, la représentativité du métier. Je prends toujours l'exemple des horlogers. Si on voulait monter une action collective sur les horlogers à Meurthe-et-Moselle, il n'y a pas de grand horloger. Il y en a ailleurs. Il y en a ailleurs. Je serais dans le Doubs. Là, peut-être, je montrerai une action collective. Vous voyez? Donc, le critère de nombre d'entreprises qu'on a sur le secteur géographique étudié, et puis la problématique environnementale est-elle importante? Je prends aussi l'exemple des couturières en disant, si même les couturières, si elles sont beaucoup, me demandaient de faire une opération collective, je ne suis pas sûr que je la montrerai, je leur donnerai quelques conseils, mais il y a des métiers prioritaires vis-à-vis de cette double problématique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu les pompiers de l'environnement par rapport aux entreprises et par rapport aux défis, Philippe Micheli, dans la mesure où les technologies évoluent, les produits arrivent sur le marché et quelque part vous êtes, pardonnez-moi, ça n'a rien de péjoratif ni d'insultant, mais vous arrivez un peu après coup, non? Alors, pas toujours, parce que justement, dans nos missions, une partie de nos missions, c'est de mettre en place des études préalables, à la mise en place de nouvelles réglementations qu'on sent venir, puisqu'on a connaissance des réglementations européennes qui vont être mises en place en France. Donc, on essaye, au travers d'études préalables, d'anticiper les marchés, d'anticiper les évolutions technologiques et de préparer les actions collectives quand on peut. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Qu'est-ce qui vous attend les prochaines années, les grands défis? Alors, l'eau est un grand défi puisque l'Europe impose aux différents États de l'atteinte d'un bon état de milieu naturel. Donc ça veut dire quoi? C'est que ce n'est plus un objectif de moyens, mais un objectif de résultat. L'Europe veut des cours d'eau de bonne qualité. Et la pression va remonter petit à petit. D'abord sur l'État, puis sur les agences de l'eau, puis sur les collectivités. Et les collectivités ne veulent pas se contenter de dire j'ai un problème, elles vont remonter à la source, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises. Donc nous, notre rôle, c'est d'anticiper ça, avant que les entreprises soient trop contraintes de trouver des solutions alternatives, ce qu'on appelle des produits de substitution. Donc travailler sur des substituants aux pollutions classiques pour éviter qu'un jour, les entreprises doivent payer des redevances trop importantes par rapport à leurs usages. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.
Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle en a marre d'être bouillue. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne, c'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Philippe Mukeli, comment devient-on directeur du Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, le CNIDEP en d'autres termes? Quel est votre propre parcours? Alors, mon parcours est parti d'études scientifiques. Donc, classiquement, à l'époque, un bac C. On dirait un bac S aujourd'hui, c'est ça? Voilà, exactement. Une maîtrise en biochimie, toujours une orientation plus sur le monde biologique. Ensuite, un DESS en biotoxicologie environnementale et industrielle à Lille. Là aussi, on dirait aujourd'hui un Master 2. Voilà, exactement. Et puis, un master. Alors, pas le même master, puisque justement, c'est un bac plus 6. Un master de conseiller en environnement à Strasbourg. Master qui m'a permis de devenir, on va dire, un acteur qui pouvait monter des actions collectives dans le domaine de l'environnement. Est-ce que c'est cette fameuse formation d'éco-conseiller? Tout à fait. C'est la formation novatrice aussi à l'époque à Strasbourg. Tout à fait. J'ai fait partie de la 10e promo. Aujourd'hui, on en est à la 30e. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'évolution. Est-ce que au moment de, alors pas forcément au bac, mais juste un peu après, vous aviez déjà, Philippe Mukeli, cette fibre alors environnementale probablement, mais plus orientée vers l'entreprise? Alors, fibre environnementale, oui, mais pas tout de suite orientée entreprise. À l'époque, j'hésitais entre les collectivités et les entreprises. Très clairement, c'était une opportunité ici. Un ancien éco-conseiller, mon prédécesseur, était également éco-conseiller. J'ai postulé ici pour avoir des conseils sur le sujet. Il m'a dit qu'il était en train de recruter. Je dis, ça tombe bien, alors je vais postuler directement. Et donc, j'ai été retenu sur ce poste. D'abord en tant que chargé de mission pendant 8 ans. Chargé de mission sur le terrain, accompagner les entreprises au quotidien. Et puis, suite à son départ en région Rhône-Alpes, le poste m'a été proposé de directeur pour reprendre la direction du CNIDEP, tout simplement. À 10 ans, vous rêviez de quel métier, Philippe Mukeli? Ça, c'est une bonne question. Je pense plutôt dans le côté scientifique des choses. Mais je n'avais pas une idée préconçue de quel métier j'allais faire à l'époque. Alors, vous travaillez aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui directeur, je l'ai dit, du Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, le CNIDEP, installé ici à Laxou, dans ce bâtiment dont nous avons fait la visite, et l'occasion bien sûr de présenter les missions de ce CNIDEP que vous dirigez, Philippe Mukeli. Et dans vos missions, il y a une forte dimension, j'allais dire, humaine, sociale, sociétale, j'allais dire presque psychologique et culturelle. Est-ce que la formation scientifique qui est la vôtre vous a préparé à cette approche culturelle précisément? Alors pas vraiment, non. Les 5 premières années d'études, pas du tout, j'ai dit, mais c'est surtout la 6e. Le diplôme d'éco-conseiller a cette ouverture d'esprit, puisque le développement durable, c'est pour ça que c'est dans le titre du CNIDEP aussi, c'est justement l'agrégation de ces différents domaines, aussi bien les aspects sociaux, culturels, les aspects économiques, les aspects environnementaux, avec une gouvernance qu'on étudie à différents niveaux. Ce n'est pas forcément que le chef d'entreprise qui décide. On doit associer ce qu'on appelle les parties prenantes, un ensemble d'acteurs. Donc, on apprend ça. Et une fois que vous avez appris ça, vous avez compris comment, en gros, on mène des projets de territoire en associant les différentes composantes d'un territoire. Ce que vous évoquez là, Philippe Mukeli, c'est finalement une forme de gouvernance.
Tout à fait. Tout à fait. C'est le bon pilotage. Le CNIDEP a été d'ailleurs associé au Club développement durable des établissements publics au niveau national. On était le plus petit des établissements, parce qu'une chambre de métier, on était à côté les responsables de la Poste, de la RATP, de la SNCF, de l'UCANS. Et on a été associé à l'époque parce que nous avions très tôt développé la composante développement durable sous tous ses aspects. Et ça a intéressé tous ces acteurs. Et pas seulement des questions environnementales. Exactement. Ça a intéressé ce jeu d'acteurs de savoir comment on pouvait mettre en place ces projets-là sur des territoires. Et maintenant, tous ces groupes-là ont intégré des principes du développement durable depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, toutes les entreprises artisanales de Lorraine, du Grand Est, de France et de Navarre, Philippe Mukeli, connaissent le CNIDEP? Pas forcément. C'était pas notre but. Alors dans le Grand Est, oui, mais en France, non. On s'est beaucoup appuyé sur ces relais que sont les chambres de métiers. Notre vocation, c'est de transmettre aux entreprises, mais pas forcément de briller pour être les plus connus. Donc nous, on s'appuie sur les réseaux. Donc nous, dès qu'on a une problématique d'une entreprise au niveau de l'Ardèche, par exemple, c'est la chambre de métiers de l'Ardèche qui gère cette problématique. Et donc nous sommes connus des chargés de mission, mais pas forcément de toutes les entreprises. Si on essaie de mettre un pourcentage sur vos objectifs aujourd'hui par rapport à l'ensemble des entreprises françaises, en tout cas celles qui sont concernées par vos missions, vous en seriez à quel pourcentage, Philippe Mukeli? Alors déjà, nous beaucoup la sensibilisation. Ça fait 20 ans qu'on sensibilise les entreprises. Donc là, nous pensons aujourd'hui qu'au travers des stages de créateurs d'entreprises, toutes les entreprises françaises ont maintenant été touchées, au moins en termes de sensibilisation initiale. Maintenant, l'enjeu, il est plus fort que ça, c'est de les accompagner au changement. Là, effectivement, il y a encore un grand gap à parcourir. Ça tient beaucoup aussi à l'engagement des collectivités locales, c'est-à-dire les collectivités locales qui doivent initier des démarches locales pour nos entreprises. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mukeli, directeur du Centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, le CNIDEP, où nous sommes aujourd'hui au siège à Laxou, à côté de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Plutôt coup de cœur, plutôt dans le côté positif des choses. Je voulais donner un coup de cœur par rapport à un partenaire qui nous a accompagnés dès le début. Parce qu'au début de notre aventure, en 1993, les partenaires de l'environnement n'étaient pas habitués à accompagner les petites entreprises. On s'est rapproché de l'agence de l'eau rameuse, qui très tôt a compris tout l'intérêt de travailler sur ce petit tissu d'entreprises diffuses. Petit tissu, mais très dense. Exactement. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, par exemple, si je prends une profession comme l'automobile, 80% des garages, c'est des petites entreprises. Et ils ont compris qu'en accompagnant ce réseau-là, effectivement, c'est des petits pas à chaque étape, une entreprise, une autre, etc. Mais qu'à terme, le résultat serait très important par rapport à des industriels ou des grosses entreprises qui avaient déjà mené des actions, qui avaient déjà mené des efforts. Et donc, je tiens à souligner tout cet accompagnement, aussi bien technique que financier, de l'Agence de l'eau depuis toutes ces années-là, qui n'ont jamais perdu de vue. Alors, petit à petit, on s'est spécialisé. On est parti des grosses pollutions classiques. Maintenant, on est descendu au niveau moléculaire. On est descendu au niveau des produits. Donc ça, ils sont très heureux de ce parcours-là. Mais si nous n'avaient pas soutenu au départ, si nous n'avaient pas donné notre chance de mettre le pied à l'étrier, on n'aurait pas du tout atteint ces résultats qu'aujourd'hui, on peut présenter. En même temps, c'est un partenariat naturel qui s'impose, non? Oui, mais au niveau des instances d'agence de l'eau, vous avez les représentants de l'agriculture, des collectivités et de l'industrie. L'artisanat n'existe pas. Donc, si vous voulez, ce soutien, il a été quand même très important pour nous de venir s'immiscer un petit peu dans le côté industriel des choses, mais ce n'était pas évident à l'époque du tout. Pas du tout. Philippe Mukeli, on pourrait croire finalement que tout se passe dans le meilleur des mondes, que nos élus, nos instances, œuvrent pour le bien public. Vous voyez sourire. C'est une vision bien sûr naïve des choses, non? Oui, parce qu'effectivement, c'est un combat quotidien de faire comprendre chaque année à un ensemble de partenaires, à un ensemble d'acteurs, que le travail continue. Parfois, certains acteurs ont tendance à penser que de 2-3 ans, quand on a traité un sujet, il est réglé. Ils oublient déjà que les entreprises évoluent, qu'il y a des nouvelles entreprises qui s'installent, certaines disparaissent, et que les sujets évoluent. La prise en compte de l'environnement au niveau des ministères il y a 20 ans et aujourd'hui n'est plus du tout la même. Donc les sujets sont en évolution et parfois on nous dit ce sujet-là a déjà été traité, passé au suivant. Bon, alors il faut convaincre. Il faut convaincre au quotidien. Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Alors, vous disiez tout à l'heure plutôt le verre à moitié plein, si je comprends bien, c'est peut-être un trait de caractère, Philippe Mukeli. Comment vous voyez l'avenir précisément dans l'artisanat et la prise en compte du développement durable par les acteurs de ces petites entreprises? Je pense que l'environnement a longtemps été un sujet qui n'était pas une priorité. On le voit que maintenant, elle devient une priorité parce que ça s'impose à nous.
On parle beaucoup du climat, mais il y a d'autres domaines. Je vous parlais plutôt de l'eau, moi. La ressource en eau, pour moi, est prioritaire par rapport parce que nous avons besoin de cette eau pour notre quotidien. Donc, ça va s'imposer à nous. Donc, les pouvoirs publics, petit à petit, n'ont plus le choix que de durcir un petit peu les réglementations et surtout d'augmenter l'accompagnement. Les métiers de l'environnement, pour moi, sont des métiers d'avenir. Quand j'ai fait ce pari-là, moi, c'était plutôt un pari. Maintenant, un étudiant qui se formerait aujourd'hui, c'est plutôt des métiers sur lesquels il faut se former, je pense. En même temps, vous évoquez la réglementation. On dit en droit que le droit suit les mœurs, et la réglementation est fatalement toujours contraignante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la pratique des artisans dépasse la réglementation en cours dans la qualité de leurs gestes et des choix des matériaux? Alors, l'avantage des entreprises artisanales, c'est que c'est des entreprises locales. C'est des petites entreprises, des petites structures, elles participent à l'économie locale. Donc on parle beaucoup d'économie de proximité, de circuits courts, etc. En fait, elles sont déjà inscrites dans ces démarches-là. Donc sur certains axes du développement durable, elles sont même pionnières par rapport à des grosses entreprises qui n'ont pas du tout réfléchi sous ces axes-là. On revient beaucoup au fait maison, par exemple. Donc nos artisans qui sont restés sur des productions alimentaires locales, fait maison et circuits courts, sont déjà pleinement dans la démarche. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, Philippe Kelly, une approche économique? Vous parliez tout à l'heure, votre coup de cœur, des agences de l'eau. On sait que lorsqu'on reçoit une facture d'eau, il y a toute une série de taxes. Par exemple, la taxe de qualité de l'eau, en fait, c'est une taxe de dépollution, tout simplement. Vous citez les agriculteurs qui, évidemment, d'un côté, polluent avec des produits chimiques qu'ils mettent sur la terre, mais vous évoquiez tout à l'heure d'autres produits qui se retrouvent dans l'eau. Tout ça, évidemment, pour garder l'eau de qualité, bien, doit être nettoyé, filtré, etc. Tout ça coûte énormément cher. Est-ce que cette approche économique est également traitée par le CNIDEP? Tout à fait. On regarde dans tous les tests qu'on fait le coût d'investissement et le coût de fonctionnement. On compare ces deux coûts-là et on voit s'ils sont viables pour l'entreprise. Sinon, effectivement, on s'appuie encore une fois sur l'agence de l'eau, par exemple, pour trouver des aides pour les entreprises, pour pouvoir investir dans des investissements qui sont souvent improductifs, qui ne ramènent ni chiffre d'affaires, ni clientèle supplémentaire. Merci à Philippe Mucchielli, directeur du CNIDEP, pour son accueil. Pour en savoir plus sur le Centre national de l'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises, rendez-vous sur www.cnidep.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le Chant des artisans par le groupe belge Trick Track Trio. Le Chant des artisans, encore un, mais rien à voir avec le précédent, si ce n'est le titre, par le groupe Arnaud, paru sur l'album Touriste, sorti en 2013. Et enfin, L'eau, écrite, composée et interprétée par la Nantaise Jeanne Chéral, parue sur l'album éponyme sorti en 2006. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.